Pour maintenir leur leadership, les États-Unis ont besoin de l'Europe. Le traité transatlantique se situe dans cette perspective. Ils ont besoin surtout que l'Europe se coupe en deux et qu'il n'y ait pas un monde multipolaire et une alliance eurasienne. Toute la politique de la Commission européenne, cette politique qui, contrairement, et là c'est un Alsacien qui parle, cette politique qui consisterait, si elle était européenne, à faire des ponts entre deux cultures, comme la culture germanique et la culture française ont permis l'Europe, la culture occidentale avec la culture orientale, et plus particulièrement avec la Russie, permettrait de construire ce grand complexe européen multipolaire. Vous le refusez. Vous voulez que tous les pays, que ce soit la Serbie, que ce soit la Moldavie, que ce soit la Géorgie, que ce soit l'Ukraine, fassent un choix exclusif au profit d'une politique contraire aux intérêts de l'Europe. Vous trahissez l'Europe. Vous serez jugés. Vous vous dites, nous pouvons accueillir toute la misère du monde. Eh bien, je vous le dis politiquement, dans 5 ans, vous serez tous balayés par la vague que vous avez suscitée. Madame le Premier ministre, mes chers collègues, Monsieur Schulz nous a parlé de coup d'État et même d'une prétendue poutinisation de la politique polonaise. Oh là là! Oui, le PiS est un parti populaire. L'attaque de la Pologne actuelle, c'est l'attaque d'un système européen contre la démocratie et contre les peuples qui ont choisi la souveraineté, la liberté et l'indépendance dans la solidarité. Des peuples qui croient encore aux racines chrétiennes de l'humanisme et dont l'humanisme n'est pas la fabrication d'un nouvel ordre européen suprême des ordres. Oui, la Pologne est un peuple de résistants à qui on doit la chute du mur. Oui, la Pologne et son peuple résistent car elle est conservatrice. Elle a des valeurs anciennes et vraies. La famille composée d'un père et d'une mère, le respect de la vie, elle croit en la vérité, au droit, à la justice. Elle est catholique et non pas libérale entre les mains de sectes contrôlant la société par la finance et les médias. Chers collègues, le système européen est en faillite. Sa démocratie est une dictature qui oblige les peuples à revoter dès qu'ils disent non à un traité ou qui ignore tout simplement le vote contre la Constitution européenne, par exemple. Le coup d'État permanent, c'est le système européen. La Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la Tchéquie, les pays amis de la révolution de velours que j'avais rassemblés avant la chute du mur, résistent désormais contre cette dictature, prête à attaquer, déstabiliser, destituer tout gouvernement qui ne travaille pas pour les puissances étrangères qui gouvernent ici et cherchent à gouverner les peuples européens. L'Alsacien que je suis résiste contre également l'arrogance allemande. Nous, les Français patriotes, nous ne supportons plus avec les Polonais qu'un pays, l'Allemagne, décide de l'économie de la zone euro, de l'immigration et de la conformité de la démocratie aux critères du nouveau Reich européen. Je demande à cette Assemblée de retrouver son bon sens. Oui, la Pologne est attaquée parce qu'il y a délit de conservatisme social, humain et chrétien. Croyez-moi, cela ne fait que commencer. La révolte des peuples est lancée. Elle vous balayera. Et c'est ce que vous méritez. L'heure est proche. Das Wort hat jetzt der Jean-Luc Schaffhauser, je suis député européen. Je suis tannois, bien que né à Cambrai, mais j'ai jamais mis les pieds. Tannes, c'est mon enfance, c'est Vallée Vosgienne. C'est également le berceau de l'industrie, un des berceaux les plus importants au niveau de la France et de l'Europe, puisque ça a été la mécanique du XIXe siècle. Une des premières voies ferrées entre Mulhouse et Tannes, c'est ainsi construite. Et beaucoup se sont posé des questions, comment se fait-il que dans ces vallées vosgiennes reculées, très reculées, nous ayons des activités aussi importantes au niveau du textile au XIXe siècle et jusqu'au dans les années 1960. Eh bien, cela tenait au dynamisme d'hommes. Autrement dit, ce sont d'abord les hommes qui créent la richesse,
Et à partir de ces dynamiques humaines, les infrastructures, le chemin de fer, les routes, viennent multiplier la richesse. Ces vallées vosgiennes ont été l'origine un peu de toute cette expansion de la mécanique, dont on a le musée d'ailleurs à Mulhouse du ferroviaire, mais également le musée Bugatti des voitures. C'est une vallée qui a toujours été, il est vrai, faisant partie des deux frontières, hein, de l'Allemagne, des trois frontières même, de la Suisse et de la France, mais qui a, malgré toutes ces difficultés d'enclavement, ces régions ont su se développer par des dynamiques humaines et par le fait également qu'à l'époque, la France rayonnait par sa puissance économique. J'ai passé une autre partie de ma jeunesse à Sels, qui est le nord de l'Alsace. Mon père était directeur des Tuileries Biche. Et donc, ça a été une autre expérience de l'Alsace. C'est vrai que c'est une autre mentalité du Nord. Et bon, ça a été une autre expérience. Et je suis venu très tôt à Strasbourg, à l'âge de 15 ans. Je me suis inscrit d'abord en théologie, en Sciences Po et en philosophie. Et j'ai réussi le concours des IPES comme élève professeur. Nous étions payés. Nous avions tout de suite un statut. Nous étions même mieux payés que les instituteurs à l'époque, déjà. Et donc j'avais 19 ans et je me suis marié par la suite. Voilà. J'étais très lié au mouvement antinucléaire et j'ai appris à connaître Pierre Chillet, qui était le président du conseil régional, sénateur, dont j'ai été aussi l'attaché parlementaire, lors de la divergence de Fessenheim. J'étais un des porte-parole de ceux qui s'opposaient à la divergence de Fessenheim. Ma femme et moi, nous étions antinucléaires. Et c'est comme ça que j'ai appris à connaître Pierre Chillet, ensuite Bernard Stasi, il faut le dire, qui m'avait pris en amitié, même si il disait toujours que j'étais un centriste d'extrême centre. Beaucoup d'amitié, beaucoup de fidélité, nous ne partagions pas forcément toujours les mêmes idées. Lorsque nous avons en 1981, donc j'étais auprès de Bernard Stasi, perdu les élections présidentielles, Bernard Stasi m'a dit il faut que tu retournes en région et je vais te faire rencontrer Marcel Rudloff. Et c'est Bernard Stasi et Pierre Chillet qui ont poussé Marcel Rudloff à me prendre d'abord comme attaché parlementaire. Et ensuite, comme j'étais un des porte-parole des écologistes, on m'a confié, les écologistes qui en Alsace faisaient quand même 15%, hein, on m'a confié l'énergie et l'environnement et le développement local au Conseil régional d'Alsace qui venait de naître d'une certaine manière dans le cadre de la décentralisation qui devenait pas simplement un établissement public, mais également une collectivité territoriale de plein exercice. J'étais responsable de la coopération internationale de la région Alsace. Après avoir fait l'énergie, l'environnement, le développement local, j'ai souhaité me lancer dans la coopération internationale. D'abord, j'ai lancé la coopération Nord-Sud avec l'Institut régional de coopération de la région Alsace, la promotion de tout ce qui est l'appui des collectivités locales au développement des collectivités locales en Afrique particulièrement. J'étais préoccupé également des pays de l'Est. À vrai dire, c'est un de mes amis, Rocco Buttiglione, qui était professeur de philo comme moi, mais qui en avait fait un métier, alors que moi, je n'en avais pas fait un métier. J'étais parti dans l'administration territoriale, que je rencontrais à ce moment-là au Liechtenstein, à l'Institut Jean-Paul II, qui m'avait poussé à aller dans les pays de l'Est en me disant « mais comme tu es un des fondateurs de l'Assemblée des régions d'Europe, de la coopération décentralisée, tu pourrais aller dans les pays de l'Est pour rencontrer les opposants au système communiste. » Et c'est comme ça que je suis parti, d'abord en Hongrie, ensuite en Tchécoslovaquie et en Pologne, pour fédérer d'une certaine manière, faire le lien entre les mouvements d'opposition au communisme, et c'est Rocco Buttiglione qui me donnait les personnes que je devais rencontrer, qui me préparait les voyages avec
je dirais, les bases qu'il avait, que le Otto Buttiglione, à ce moment-là, était aussi conseiller du Saint-Père pour l'Est, au Vatican, et avait mis en place tout un réseau, en fin de compte, secret, d'opposition au système communiste. C'était périlleux, évidemment, d'une certaine manière, mais c'était calculé. C'est-à-dire que j'étais pas très connu, j'avais quand même la couverture de l'Europe des régions. Bon, il est certain que si j'avais été pris dans ce travail de mise en réseau, cela aurait pu l'être, mais j'étais pas identifiable pour les services de la sécurité, voilà. Alors le Forum démocratique européen est né justement de ce regroupement des opposants des pays de l'Est. Il est né, il y a eu 2 étapes. Il y a d'abord eu une étape ici, la première rencontre, le 8 septembre 1989, où nous nous sommes rencontrés ici pour mettre en avant ce réseau qui pour la première fois devenait opérationnel, c'est-à-dire que des Polonais, des Tchécoslovaques, des Hongrois, mais aussi avec des Italiens, des Espagnols, des Français, se rencontraient dans la perspective de la Grande Europe et de l'unité de la Grande Europe. Pour moi, cette unité, d'ailleurs, je le dis, elle n'était pas institutionnelle, elle était d'abord de type culturel et spirituel. La vocation que j'avais d'aller dans les pays de l'Est était due aussi à Jean-Paul II et à Rocco Buttiglione, et j'étais un peu l'envoyé aussi, il faut le dire, du Vatican. Enfin, j'appuyais la politique qu'avait Jean-Paul II vis-à-vis des pays de l'Est, de point de vue opérationnel. Et donc nous nous étions rencontrés vis-à-vis pour préparer cette Europe unie. L'unité pour nous était surtout vécue en termes culturels et spirituels. Contre le communisme, il faut le dire aussi. Un bilan assez difficile, mais que j'avais prévu, c'est-à-dire que le système communiste sortait d'une période d'oppression, et donc c'était le règne de la liberté, entre autres d'un point de vue économique, de la liberté qui approchait la licence aussi économique, et aussi un peu morale. Et donc, je crois que nous n'étions pas prêts. Ceux qui ont fait la révolution qui étaient des amis, étaient tous des universitaires, des musiciens, des hommes de culture, de civilisation, des humanistes, des vrais humanistes. Et face à ça, vous aviez la machine de guerre communiste, et ces mêmes communistes qui avaient le sens de l'argent, du pouvoir, de la manipulation, sont passés très rapidement, ils n'étaient plus communistes, ils devenaient socialistes, se sont entendus avec les Américains, avec les services secrets des Américains, sont passés du système bolchevique au système, il faut le dire, des Américains et du service de renseignement de la CIA. Et il y a eu une alliance de fait entre les anciens communistes blanchis, devenus tout d'un coup des libéraux pour l'économie de marché complètement manipulée, qui se sont tout de suite empressés également, qui ont pris les médias, empressés également de pratiquer les méthodes de manipulation qu'ils avaient auparavant pour mettre la démocratie et les nouvelles forces démocratiques de leur côté. Il y a eu d'emblée quelques personnes qui ont résisté. L'un qui a résisté, c'était Viktor Orban en Hongrie. Et puis, il y avait également en Pologne des anciens de Solidarnosc qui avaient cette fibre sociale, chrétienne et sociale, conservateur et sociale, qui était la mienne d'ailleurs, il faut le dire, et je suis resté dans cette ligne de valeurs, qui ont résisté vis-à-vis de ce système du marché où tout était possible, où faire de l'argent devenait la nouvelle religion. Et ceci était évidemment contraire à nos valeurs. Je tiens à dire que j'ai tenu beaucoup de conférences
entre autres à la Diète, au Sénat, en Pologne, pour bien expliquer que l'Europe qui s'est construite, c'était sous la base d'un protectionnisme des frontières, d'une préférence européenne, sur la base également d'une philosophie qui n'était pas tout marché. Il est vrai que néanmoins ces valeurs-là, l'Europe les avait perdues, les institutions européennes, et quelque part aussi l'Europe. Et donc nous sommes arrivés dans un système où le capitalisme était triomphant et le libéralisme. Et derrière le libéralisme, les valeurs de l'individualisme, du relativisme, du consumérisme, et ces valeurs étaient opposées aux valeurs pour lesquelles nous nous étions battus contre le communisme et contre son matérialisme. C'est pas le matérialisme communisme, le matérialisme libéral ce sont les mêmes matérialismes, c'est pile ou face de la même monnaie. Je quitte la vie, ma carrière de fonctionnaire, d'une certaine manière, parce que j'en avais fait le tour. J'avais eu l'énergie, l'environnement, le développement local, la coopération internationale. Marcel Rudloff était mort. J'étais donc dans une situation où, quelque part, j'avais plus envie, il faut le dire, de continuer à faire ce que j'avais fait. J'avais envie de travailler dans un premier temps pour repenser l'Europe sur de nouvelles bases. C'est pourquoi j'avais lancé cette idée avec le Forum démocratique européen d'Académie européenne. Ceci, je n'avais pas trouvé les moyens financiers. Et donc, pour moi, le plus simple, c'était de me servir de ma connaissance que j'avais, en fin de compte, des pays de l'Est, pour travailler pour un certain nombre de sociétés. C'est ainsi que j'ai travaillé pour Dassault, pour un certain nombre de sociétés dans les pays d'Europe centrale. Il y a deux raisons. La première raison, c'était, pour moi, qui avait suivi l'affaire du combat F-16 contre Mirage 2000, j'avais eu l'impression, mais pas seulement une impression, je connaissais ce dossier bien, que nous n'avions pas fait, la France n'avait pas fait tout ce qu'il fallait pour véritablement gagner cet appel d'offres. Et évidemment, pour moi, c'était très important, parce que je voulais une Europe continentale, je voulais une Europe de spiritualité chrétienne, unie, pour faire face à un monde désormais multipolaire, où on voyait venir la Chine, où on voyait venir aussi la puissance asiatique en général. Et je pense, et je reste là-dessus, que l'Europe ne doit pas être un adversaire des États-Unis, mais doit être un véritable partenaire. Or, si nous laissons notre défense au sein de l'OTAN, par exemple, cela veut dire que quelqu'un d'autre que des puissances européennes s'occupe de notre défense, ça veut dire que nous perdons notre souveraineté. Et donc, la première raison, c'est effectivement la notion de souveraineté, qui est pour moi directement liée à la notion de liberté, et également de puissance. Puissance, pas au sens péjoratif du terme. La politique est quand même a le monopole d'une certaine manière de la force, et quelque part, cela doit être mis au service de la puissance de survie aussi d'un peuple, d'une nation. Sinon, on ne comprend pas pourquoi il y a eu tant de morts, et ces morts sont aussi le fait, tout simplement, que les Français ne voulaient pas être allemands, par exemple. Allemands au sens, à l'époque, du nazisme. Mais au-delà même du nazisme, les Français veulent rester Français. Et les Italiens veulent rester Italiens, et les Hongrois veulent rester Hongrois. Et tout ceci peut s'unir que par une dimension un peu plus universelle, qu'elle culturelle, qu'elle une dimension spirituelle. Mais vouloir faire l'unité en termes politiques par la force, c'est la destruction des identités qui font l'Europe. Donc la première raison, c'était une volonté que la France se réaffirme en tant que France,
avec cette tradition que nous avions, c'est vrai, avec le général de Gaulle. Moi, à cette même époque, j'ai relancé également le mouvement gaulliste européen avec Yvon Bourges, mouvement pan-européen, et en même temps vouloir préserver une Europe qui n'est pas construite sur le mode jacobin, parce qu'on dit souvent l'Europe est construite sur le mode germanique. Non, elle est construite sur le mode jacobin, où on veut tout uniformiser, mais que l'Europe se fasse dans le respect des nations, par une coopération des nations, là où la coopération apporte des choses essentielles. Et donc, ce que développait le Front National, je n'étais pas en opposition, bien au contraire, sur cette idée d'Europe des nations, d'Europe de coopération, car j'avais écrit Une âme pour l'Europe en 1980, enfin commencé en 1988, sorti en 1992, et 13, et déjà j'ai développé cette idée de l'Europe des États. Je ne prends pas ma carte au Front National parce que autant je suis d'accord sur cette Europe des identités, sur le refus également, prenez mes engagements en Afrique, mais mes engagements en Afrique, c'est aussi pour dire que l'Afrique doit se développer pour l'emploi des Africains. Et l'Afrique offre un potentiel extraordinaire. L'avenir des populations africaines n'est pas de venir chez nous faire nos petits jobs que nous ne voulons pas. Il est de développer leur pays. Donc je suis aussi opposé à cette politique de l'immigration massive qui détruit les identités et qui ne permet plus aux peuples de continuer leur histoire, parce que il s'agit en fin de compte aussi d'un problème tout à fait normal. Chaque peuple a le droit de rester ce qu'il est tout en évoluant en termes de son histoire. Mais l'invasion massive, c'est une destruction, et ça, pour moi, c'était inacceptable. Donc, il y avait à la fois le projet de l'Europe des nations, il y avait aussi ce projet de l'identité et des problèmes de l'immigration, où j'étais déjà très sensible, ça faisait la divergence entre moi et Bernard Stasi, sur ces questions-là. Je n'ai pas changé. Quand j'étais jeune, je pensais déjà à la même chose. J'étais opposé à cette immigration massive et j'y reste opposé. Donc c'était deux points forts sur lesquels j'étais en accord avec le Front National. Par ailleurs, il faut le reconnaître, j'avais écrit un livre sur la crise financière, qui s'appelle, alors là, il est là, Stop ou encore, et j'avais également écrit 2 livres sur la réforme de l'État, et Marine Le Pen les avait lus, et m'a proposé d'emblée d'être député européen. Donc c'était un choix que je devais faire, ou bien est-ce que je me retirais, ce qui était mon choix initial, je me retirais de Paris, je partais faire le tour du monde en bateau, tout avait déjà été préparé dans ce sens-là, y compris l'achat du bateau, ou je considérais que j'avais un signe différent de la Providence, et que, ayant réfléchi, ayant pris conseil auprès d'amis, tout le monde m'a dit, t'as pas l'âge encore pour partir faire le tour du monde, si tu peux servir ton pays, reste et fais de la politique. Donc mon choix a été lié au fait de cette rencontre, de Marine Le Pen qui me fait confiance, et que d'autres ne me font pas les mêmes propositions. Ce qui ne veut pas dire que j'aurais été ouvert à tous, je reste ce que je suis. J'étais pour l'Europe des nations et j'étais contre l'immigration. Bon. Sur la question économique, je divergeais. J'étais sans doute plus libéral, mais j'avais déjà un point de vue sur l'euro où j'étais opposé à la construction européenne telle qu'elle avait été faite autour de la monnaie unique et que je pensais qu'elle ne pouvait pas fonctionner. Je rappelle quand même que j'avais soutenu Jacques Sapir, les travaux de Jacques Sapir en tant que président de l'Académie européenne pour repenser la question de l'euro, voir aussi comment on pouvait éventuellement en sortir et quelles sont les conséquences, ce qui faisait aussi que j'étais assez critique vers une sortie brutale de l'euro. Mais je
pensais à l'époque, et je pense toujours, que l'euro tel qu'il est ne peut pas fonctionner pleinement et est destructeur par la compétition qu'il organise, par la puissance allemande qu'il, comment on peut dire, renforce. Cet euro n'est pas du tout adapté à l'Europe des nations et à l'Europe de l'unité telle que nous la voulons. C'est un fédéralisme qui se draine derrière l'Europe, et ce fédéralisme est destructeur des identités qui font la force de l'Europe. Eh bien, j'avais encore une certaine... je pensais qu'on pouvait réformer l'Europe. J'en avais l'intime conviction, je m'étais dit qu'on arriverait quand même à montrer par la lucidité, par l'intelligence, que cette Europe ne fonctionne pas, qu'elle n'apporte pas plus de croissance, qu'elle n'apporte pas plus de solidarité, et qu'elle a tendance, d'une certaine manière, par la compétition, ce qu'on appelle la libre concurrence, à mettre les peuples les uns contre les autres. Je pensais que l'intelligence l'emporterait. Non, j'ai été confronté à un totalitarisme idéologique, à une incapacité totale du système à se réformer, et, comment puis-je dire, à une sorte de gloriole du fanatisme européiste qui m'a montré qu'il est absolument impossible de réformer l'Europe en restant dans ses institutions actuelles. Je suis, dans ce cadre-là, pour un Frexit. Je pense qu'il sera vain d'essayer de transformer l'Europe dans le cadre actuel, dans ces cadres actuels. Écoutez, d'abord, l'Europe existe de toute manière parce qu'il y a l'Europe de culture et de civilisation, celle pour laquelle nous nous sommes battus contre le système bolchevique. Pour les mêmes raisons, je me bats actuellement contre ce libéralisme, cet individualisme, ce relativisme et ce socialisme aussi. Parce que quand l'État a prend plus de la moitié des richesses dans une société avec le peu d'efficacité que nous connaissons. En France, c'est 57,5% de la richesse qui est redistribuée par l'État au sens global, l'État social également. Eh bien, avec le peu d'efficacité que nous voyons que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et que les riches deviennent aussi de plus en plus riches, on peut se poser des questions. Eh bien, dans ce contexte-là, je pense que comme nous n'arrivons pas à trouver des gens qui, aujourd'hui, peuvent, avec le soutien des peuples, reconstruire une alternative, je pense que les choses vont se passer de la manière suivante. Nous allons vers des crises graves, et que ce que nous devons préparer, c'est l'émergence, au travers de ces crises, d'une autre construction européenne. Après la chute du mur, mon ami Jean-Marie Meyer, qui voyait souvent le pape Jean-Paul II, me disait « Il a un seul message à te dire, la Russie, la Russie, la Russie ». Et donc je me suis rendu en Russie après la chute du mur, d'abord avec Marcel Rudloff, qui était membre du Conseil constitutionnel, je crois que c'était en 92 ou 93. Et ensuite, j'y suis retourné beaucoup plus tard parce que je n'ai pas senti les choses en 1998 avec la venue de Poutine. Pourquoi ? Parce que la vision de Jean-Paul II, celle qui m'avait animé, c'était l'Europe continentale unie, les deux poumons de l'Europe. L'unité chrétienne face à la Chine, pas opposée à la Chine, mais également dans une perspective de conversion de l'Europe pour apporter aux autres peuples également la vérité évangélique pour Jean-Paul II. Cette unité, pour moi, européenne, est fondamentale. Elle est le sens de tout mon combat. Et je pense que nous devons penser l'Europe en se disant deux choses. Il faut qu'un pays comme la Suisse, qui est sans doute un des pays, par ses traditions, ses cultures, le plus européen, puisse y adhérer, mais également un pays comme la Russie. Et donc toute construction européenne qui ne permettrait pas
je dis à la Suisse, parce que la Suisse a dit, voulant garder son identité, jamais nous n'irons dans cette Europe. Or, ce sont des Européens et des démocrates. Ce ne sont pas des populistes, comme on le dit. Même si certains, il y a un mouvement populiste, enfin pas populiste, un mouvement légitime de revendication identitaire qui est l'UDC. Mais d'autre part, nous devons aussi penser l'Europe pour qu'un pays comme la Russie, un pays continent, puisse en faire partie parce que il va, par rapport à un monde multipolaire qui est en train de se redéfinir, il va à la fois d'un échange des cultures, d'un échange des civilisations, et ceci ne se fera pas dans le melting pot, mais ceci se fera dans le dialogue des cultures et des civilisations, c'est-à-dire avec des identités qui existent. Pas une nouvelle identité qui sera un mélange, mais dans le dialogue des identités. Et donc, le combat, pour venir à votre question, la question de l'Ukraine est fondamentale, car tous ceux qui raisonnent en termes d'un camp idéologique, je pense aux États-Unis particulièrement, qui représentent le camp idéologique d'un certain capitalisme, d'un certain libéralisme, d'un certain individualisme, eh bien, ce camp-là a voulu à tout prix cliver l'Europe en deux pour permettre à maintenir le pouvoir derrière l'alliance dite occidentale et plus particulièrement aussi de l'OTAN. Et donc ce combat en Ukraine, cette faille, qui est une faille, c'est vrai, également de culture et de civilisation entre l'Est et l'Ouest, entre l'orthodoxie et le monde catholique, entre le monde plutôt pro-russe et l'autre partie plutôt pro-occidentale, cette faille était le contraire absolu à tout mon combat. Je veux l'unité de l'Europe, parce que Jean-Paul II la voulait et que je me suis engagé dans cette perspective-là de l'unité de l'Europe. Et donc il était tout à fait normal que j'aille sur le terrain pour essayer de voir comment nous pouvons maintenir le dialogue entre cette partie orientale et occidentale pour éviter de faire le jeu d'une puissance, d'une autre puissance qui était celle des États-Unis, pour jouer un jeu européen dans toute sa logique et également dans toute sa capacité de survivre dans l'avenir, dans le jeu des puissances à venir, et donc de trouver des solutions dans un dialogue constructif. Et je me suis donc rendu dans le Donbass dans cette perspective-là. Ben, c'est toujours le même combat. L'alliance occidentale bombardant la Serbie et le Kosovo, c'est un crime contre l'Europe. C'est un crime contre l'unité européenne, c'est un crime contre les cultures européennes. C'est également des alliances malfaisantes, parce que vous retrouvez l'influence, et je le dis clairement aussi, d'une Allemagne qui veut retrouver ses puissances, ou sa puissance. Or, l'Europe ne se fera pas par une domination, au sens interne aussi du terme de l'Europe, des nations, par une domination d'une nation sur une autre, mais dans ce dialogue, le dialogue que je veux de civilisation entre l'Europe et les autres cultures, je le veux évidemment aussi en interne et en respect. Or aujourd'hui, nous avons tendance, derrière le jacobinisme de construction européenne, paradoxalement, de favoriser une seule puissance, qui d'ailleurs, ne s'en cache pas, a été aussi en partie à l'origine de ce conflit. Quand on regarde l'histoire, comment on a fabriqué de faux événements par les services secrets allemands. Donc, pour justifier le bombardement de la Serbie. Donc, nous sommes actuellement confrontés à deux systèmes, il faut le dire, le système du respect des identités des communautés, le système du dialogue, et d'autre part, le système de l'impérialisme qui veut, par la force, par la concurrence, par la destruction aussi, construire l'unité.
Pour moi, ce système de l'unité, qui veut même aller jusqu'à l'unité mondiale, est véritablement, d'une certaine manière, pour reprendre, puisque je suis aussi théologien, la dimension un peu eschatologique, le règne de Lucifer, qui veut reconstruire le monde à sa façon, selon son pouvoir, dans lequel il définit lui-même le bien et le mal, et où l'unité est faite sans la liberté. Je pense que la Pologne a été le peuple martyr et confronté au totalitarisme rouge, confronté au totalitarisme brun, et malgré tout, c'est-à-dire les bolcheviks et nazis, et malgré tout, la Pologne a préservé son identité dans l'adversité. Et donc j'ai un amour particulier pour la Pologne, et qui tient à son histoire, et qui tient à l'homme de référence de tout mon parcours politique qui a été Jean-Paul II. Et donc, quand on attaque la Pologne, on attaque mes convictions les plus profondes, et c'est comme si on attaquait aussi un homme qui a forgé, par sa papauté, une certaine conception de l'Europe, et dans laquelle il était très attaché aussi à l'identité des nations, parce qu'il était polonais. D'une part, M. Tielemans, franc-maçon, qui veut construire l'unité européenne sans transcendance, sans Dieu, sans respect de la vérité, sans respect d'une certaine manière de l'ordre naturel aussi, et du bien et du vrai, qui sont des choses qu'on ne construit pas par sa liberté, mais qui sont aussi des choses que notre conscience, intimement, découvre objectivement. Eh bien, il y a un combat de ceux qui veulent construire l'unité par l'idéologie de l'homme-dieu, sans Dieu, puisqu'il se passe de Dieu, puisque l'homme est devenu Dieu, c'est lui qui fabrique la réalité, c'est lui qui fabrique le bien et le bien et le mal. Et d'autre part, cette Europe qui a le sens encore du transcendant, du religieux, du respect, des identités, des dialogues, de l'humilité, par rapport à cet orgueil fou d'une Europe qui veut reconstruire tout à sa façon, qui se présente comme une nouvelle religion. Eh bien, c'est un peu ce combat, il faut le dire, entre une conception, je le dis, un peu diabolique, et là c'est le théologien qui parle, et une conception fondée selon les traditions, les histoires, propres à nos identités et propres à notre culture. Et donc, j'y vois un combat un peu de Saint-Georges contre la bête abominable. Mais je pense qu'il y a eu dans l'histoire beaucoup de combats pareils. La lutte contre le communisme, la lutte contre le totalitarisme libéral est une nouvelle lutte. Jean-Paul II disait, en intimité, il l'a dit à un de mes amis, la chute du libéralisme sera beaucoup plus violente que la chute du communisme. Et nous allons vers la chute de cet individualisme, de ce relativisme, de cette conception de l'homme qui se suffit à lui-même, autocréateur, où on peut changer de sexe, où plus rien n'existe, ni l'homme, ni la femme, ni la famille, tout est dans le projet reconstructeur de soi-même. Eh bien, cet orgueil fou tombera comme tout orgueil dans le néant. Il y a un point sur lequel l'Europe peut apporter beaucoup et elle n'est pas trop polluée. C'est la coopération avec l'Afrique. Alors, soyons très clairs. Les accords de Cotonou, par rapport aux accords de Lomé, sont déjà imprégnés de libéralisme et demandent l'ouverture des marchés.
l'ouverture des marchés, c'est évidemment la destruction des économies locales. C'est donc encore plus de dépendance. Donc d'une part, l'Europe tient un discours libéral qui détruit les économies locales africaines, et d'autre part, l'Europe veut venir en aide à ces populations. Mais le dialogue entre les assemblées parlementaires, entre l'Europe et l'Afrique, équilibre en quelque sorte ce point de vue occidental. Car les Africains tiennent à leur identité, ils tiennent aussi à préserver leur économie locale et d'une certaine manière résistent contre cette oppression. On vous aide à la condition que vous ouvrez votre marché et que vous acceptez la destruction de vos économies locales et donc notre domination. Je pense que dans ce domaine-là, l'Europe qui aujourd'hui retrouve la notion de sécurité-développement, met en place des fonds de développement adaptés aux économies locales pour renforcer les économies locales, je pense qu'il y a un énorme travail à faire. Je pense qu'un des enjeux les plus importants à venir pour l'Europe, et j'essaie de le faire quand même au sein des institutions actuelles, c'est effectivement, il y aura 1 milliard de personnes d'ici 2050 en plus en Afrique, d'habitants, que si nous ne trouvons pas une manière de développer l'Afrique, nous sommes sûrs que ce 1 milliard de personnes, en plus de l'immigration actuelle, viendra et voudra venir en Europe pour des simples besoins de survie. Donc il est absolument nécessaire, et se joue également notre propre survie dans notre propre identité, de développer l'Afrique. Et donc là-dessus, je compte me concentrer, plus particulièrement en essayant de voir comment on peut monter des fonds de développement et un plan Marshall, j'aime pas le terme Marshall, mais un plan à l'échelle des enjeux du développement de l'Afrique. Nous avons pu créer 1400 milliards de monnaies créées de toutes pièces pour essayer de sauver l'euro, en achetant massivement de la dette des différents États pour faire que les banques ne tombent pas en faillite et pour maintenir le système financier. Tout ceci est en vain. Mais si nous avions investi dans l'économie réelle, d'abord au sein de l'Europe par exemple, entre investir dans les pays du Sud, comme l'Italie, comme la France, pour créer des richesses au niveau local, mais aussi investir, comme je le disais, sur l'Afrique, la donne aurait été absolument changée. Donc, nous devons penser, pas seulement, comme je le dis, la réforme de l'Europe passera par la sortie des institutions actuelles, la reconstruction d'une autre Europe, et cela se fera après la crise, mais nous devons déjà maintenant, quand même, malgré tout, essayer de voir ce que nous pouvons faire, plus particulièrement dans le cadre même actuel, pourtant je suis critique vis-à-vis de ce cadre, pour voir ce que nous pouvons faire pour le développement de l'Afrique, parce que se joue très rapidement la survie de notre continent si nous n'arrivons pas à développer cette Afrique. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore cette idée, je ne savais pas que Marine allait reprendre l'idée de la refondation, changement de nom, nous en avions déjà parlé d'ailleurs en 2014. Bon, en 2017, c'est pas ça qui m'a motivé. Ce qui m'a motivé, c'est l'échec. Je me suis rendu compte que sur beaucoup de questions, l'approche idéologique avait conduit à ce débat qui est un triste débat, essentiellement parce que on avait donné à Marine des solutions qui n'en sont pas. Et donc, je me suis dit, il faut que tu montres ton engagement, bien que j'avais déjà montré fortement mon engagement avec l'histoire du prêt russe, qui a permis au front d'arriver à survivre, et je l'ai fait encore récemment par rapport au présidentiel pour trouver des solutions. Je me suis dit, il faut que tu aides à cette reconstruction, et dans un moment où je voyais l'effondrement des partis, il était nécessaire que je sois à côté de la présidente pour essayer de trouver les formes qui s'avèrent maintenant actuelles de cette refondation du parti. Je connais Emmanuel Macron
et Emmanuel Macron, c'est l'intelligence à l'intérieur du système. Le problème, c'est qu'on reste à l'intérieur du système. Emmanuel Macron n'obtiendra pas le budget de la zone euro nécessaire pour pallier au fait que l'euro et la monnaie unique concentrent les richesses vers l'Allemagne. Et donc, obligatoirement, il aurait fallu des transferts pour les régions les plus pauvres. D'ailleurs, est-ce que c'est la solution ? Par exemple, ces transferts ne régleront pas le fait, ils mettront en plus, tout au plus, s'ils existaient, ces pays sous infusion et financière de l'aide, et ces pays perdraient leur indépendance. Donc, Emmanuel Macron, c'est l'intelligence à l'intérieur du système. Je pense que le système n'arrivera pas à se réformer de l'intérieur. Le système communiste n'est pas arrivé à se réformer de l'intérieur. Le système libéral ne se réformera pas de l'intérieur. Il faut en être pleinement conscient. Et donc, je pense qu'il faut un noyau dur. J'aimerais que le front, dans sa nouvelle formulation, soit un des noyaux, mais il faut quand même une base. On peut, par exemple, je prends mon ami Nicolas Dupont-Aignan, qui est venu soutenir Marine. Il l'a fait parce qu'aussi Marine, le Front National, représentait un point incontournable. Donc il faut que cette force qui représente un poids incontournable se transforme pour pouvoir véritablement, en cas de crise grave, d'effondrement du système, rassembler tous ceux qui sont prêts à reconstruire le pays sur de nouvelles bases. Il faut être bien conscient que ce n'est pas le Front National qui doit être majoritaire, mais que la recomposition ne peut se faire qu'autour quand même de ce qui existe, et que cette recomposition doit se faire dans l'ouverture, le rassemblement qui nous prépare à quelque chose de nouveau et qui sera la majorité de demain. Et sans le front, ceci est impossible à faire. Parce que sinon le front sera toujours l'allié du système, celui qui empêche, d'une certaine manière, les forces de reconstruction à devenir majoritaires. Non, je pense que, même devant mes amis du Front National, je dis, ou bien nous sommes l'allié du système, qui restons une minorité qui justifie les majorités du système et qui crédibilise, parce que nous ne sommes pas, nous, très crédibles, ou bien nous devenons crédibles, une force, certes, mais une force de recomposition et une force d'ouverture aux autres, sans nous définir de manière rigide, mais en sachant que chacun apportera quelque chose dans cette force nouvelle et que cette force nouvelle sera l'émanation de l'ensemble de ses composantes. Eh bien, si nous ne sommes pas capables de faire ceci, nous ne serons absolument incapables, lorsqu'il y aura effondrement du système, de reconstruire. Nous sommes dans cette phase où il faut maintenant préparer la phase de reconstruction et le Front National est un élément fondamental pour préparer cette phase-là.